Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec, édition du 19 avril 2026. Aujourd'hui, on va voir en fait pourquoi on est rendu en fin de partie et pourquoi, semble-t-il, l'État profond joue toutes ses cartes. On a l'impression qu'ils mettent le paquet et on voit de plus en plus qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la dissidence, c'est-à-dire que en fait, avoir la totalité, la quasi 99% des comptes de réinformation se retourner contre Trump, on se dit que finalement, durant la COVID, ce que l'État profond a fait, c'est ce que j'aurais fait à leur place aussi, hein, c'est qu'ils ont identifié les têtes fortes. Et après ça, les ont retournés une après l'autre, ont créé des réseaux d'information alternatifs afin de reprendre le contrôle de la trame narrative sur Internet, etc. Et donc, c'est pour ça qu'ils jouent le tout pour le tout aujourd'hui, parce qu'on arrive en fin de partie avec l'Iran, et notamment avec toute l'histoire de l'uranium dont on parle à Radio-Québec depuis 2018. Hein, depuis le printemps 2018, on parle de cette histoire du Uranium One, de la vente d'uranium par la fondation, par les États-Unis, par l'entremise de la fondation Clinton, autorisée par le département d'État d'Hillary Clinton après avoir reçu des pots de vin de la Russie. Donc, on va retourner un petit peu aujourd'hui sur Uranium One. Mais en fait, ce que tout ça met en cause, ce sont les élites européennes. Et pourquoi ils ont attendu, on entend souvent, là, ces temps-ci, que les gros comptes influenceurs se sont retournés avec cette attaque sur l'Iran. Ben, c'est parce que c'est la fin de partie. C'est là qu'on joue les dernières cartes. C'est là que Trump joue ses dernières cartes. Et c'est là que l'État profond joue ses cartes aussi, incluant les influenceurs qui ont été achetés, retournés et qui sont utilisés pour faire barrage contre Trump parce qu'on ne voudrait surtout pas qu'il y ait un effet domino, que les gens sachent, que les gens se questionnent, que partout un peu dans le monde, je l'ai expliqué, hein, c'est l'effet domino, ils essaient d'éviter l'effet domino, que partout dans le monde, les peuples réalisent finalement qu'est-ce qui se passe réellement, c'est quoi l'agenda de Donald Trump, qui serait celui que 99% des peuples veulent, un agenda populiste, se débarrasser des élites mondialistes, etc. Et donc, il faut faire barrage, il faut éviter que la fenêtre d'Overton se déplace du côté du populisme et y mettre tout le paquet. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on déplace la fenêtre d'Overton? Au niveau de la population, là, on dit, ouais, les élites sont tenues, les politiciens sont tenus, etc. Mais qu'est-ce qui se passe quand une population devient de plus en plus réceptive, ouverte à certaines idées ou fermée à d'autres idées? Par exemple, maintenant, ça va être très difficile de refaire le coup de la pandémie COVID parce que les gens ont comme compris des choses. Donc, la fenêtre d'Overton est terminée pour ce genre, un type d'opération pandémique. Je pense que c'est terminé pour l'État profond. Et donc, à partir du moment où on déplace la fenêtre d'Overton, des choses deviennent possibles pour les politiciens ou impossibles pour les politiciens. Ça réduit la marge de manœuvre. Et c'est-à-dire que, par exemple, sur des politiques anti-migratoires aussi, ou ça, je ne sais pas sur quel sujet, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la fenêtre d'Overton est déplacée, eh bien, ça commence à devenir payant pour un politicien d'aborder ces thématiques-là dans ses campagnes. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de backlash, ça devient de plus en plus difficile pour les médias de défendre certaines idées. Et donc, c'est pour ça que le jeu d'influence est si important. Je ne sais pas si, en tout cas, si ça a du sens ce que je dis là. Mais tout ça pour dire que c'est ça cette semaine. Donc, je vais faire un petit préambule et après ça, on rentrera dans le vif du sujet. Cette semaine, j'étais en entrevue avec Toxin, avec Clémence Oudiakovka. Je ne me rappelle plus c'est quoi exactement son nom. Je m'excuse pour la prononciation. Oudivkovka, je ne me rappelle plus. Et donc, j'ai expliqué un certain nombre de choses dans cette entrevue-là. On remercie Toxin de m'avoir invité. C'était courageux. Probablement que la moitié de son équipe, si ce n'est pas les trois quarts, lui ont dit « n'invite pas Cossette, et elle l'a fait quand même. Et on a expliqué un certain nombre de choses lors de cette entrevue-là. Et on a eu un backlash assez, assez intense de la part de bots et aussi de personnalités comme la Barbie du net, là, Béatrice Rosen. On va en parler juste un petit peu. Elle est alors qu'elle ne s'intéresse jamais
à la géopolitique, elle est allée dire, afin de réduire encore une fois l'influence de ce que je disais, parce que ce que je disais était tout à fait logique et se tenait, on n'a pas besoin, beaucoup de personnes disaient, genre, il faut écouter les webjournaux, Alexis, depuis un certain temps pour comprendre. Non, non, ce que je disais, c'était, ça se tenait tout seul, c'était des arguments logiques qui se tenaient par eux-mêmes. Elle est allée dire que j'avais développé un culte de la personnalité lors de l'entrevue, que c'était du billard à 10 bandes, etc. Et quand on l'a critiqué, finalement, on était une secte. Et donc, ce sont toutes les poncifs habituels de l'État profond, de l'argumentaire de l'État profond. Le culte il n'y a rien dans cette entrevue-là. Essayez de trouver dans cette entrevue-là un seul élément de culte de la personnalité de Trump là-dedans. Il n'y en a aucun. Je fais absolument pas l'apologie de Donald Trump. Je parle d'éléments de politique, de réel politique, de géopolitique, de stratégie militaire, etc. Et donc, la Barbie du net s'est fait souffler des trucs à dire sur cette entrevue-là et c'est ce qu'elle a fait. Elle a dû répondre. Je lui ai demandé exactement, je m'excuse de revenir là-dessus, mais c'est parce que ça donne un peu le ton pour le reste. Je lui ai demandé exactement à 6 ou 7 reprises exactement où ça avait été confus, où c'était du billard à 8 bandes et où j'avais développé un culte de la personnalité. Elle a toujours refusé de répondre et finalement, elle a fini par me bloquer. Et donc, mais on voit ça, donc, de l'opposition massive, on la sent, vous la sentez. Je sais que plusieurs personnes commandent. Qu'est-ce qui se passe avec la dissidence française, la dissidence tenue en France? Géopolitique profonde, là, ils font même plus semblant, c'est n'importe quoi. Chacune de leurs unes, c'est plus caricatural que la précédente. Il y a Carl Zero ici, pas Carl Zero, mais comment ça s'appelle? Brouza, qui avait été bon durant la pandémie, un avocat qui publie des fakes, jamais vu, jamais connu, avec une photo d'intelligence artificielle avec Melania Trump et Epstein, alors que c'est la rumeur que l'État profond fait courir. C'est la rumeur que Carl Zero fait courir, c'est-à-dire que Melania était, genre, travaillait avec Epstein, et puis finalement, elle a été envoyée à Trump. C'est une fille d'Epstein, etc. Donc, il participe de ces rumeurs-là de l'État profond en partageant des fakes, comme si c'était des vrais. C'est incroyable pour un avocat. Il y a ça, il y a aussi, il y a d'autres personnes que j'expliquais, notamment ici Bertrand Scholler, ceux qui, comme Asselineau la semaine dernière, je vais rapidement passer à travers ça parce que je sais que les gens n'aiment pas ça, mais il faut le faire quand même. C'est comme un petit survol de la littérature en début de Web Journal. Je disais que je parlais d'Asselineau, qui était totalement pro-Trump avant comment ça s'appelle ça, le non-lieu sur ses accusations de viol, puis après ça, c'est devenu comme 100% anti-Trump. Et c'est la même chose avec Scholler. Trump, c'était comme essentiellement le Messie, un Superman avec Poutine, etc. Puis après ça, garde à vue avec cette histoire de Brigitte Macron, et après ça, Trump, c'est l'antéchrist. Donc, vous voyez, il y a comme un avant et un après. Et c'est ça, finalement, j'ai l'impression que c'est ça qui se passe dans la dissidence française, parce qu'il faut prendre acte de ça pour avoir une vision d'ensemble du champ de bataille numérique. C'est-à-dire que il est très difficile d'habiter dans l'Hexagone et d'avoir une liberté de penser. Les réseaux sociaux sont extrêmement contrôlés. Donc, et c'est ça. Et donc, ils ont créé leur réseau alternatif. Toxin, je ne sais pas, ils ont été assez gentils. Je n'oserais pas mordre la main qui m'a nourri, mais GPTV, c'est épouvantable maintenant. C'est rendu épouvantable. Et il y a, parmi tout ça, je l'expliquais, il y a quelques web journaux. Il y a Carl Zero qui est... là, je reviens à mon entrevue à Toxin, mais il y a Carl Zero qui est allé dire que Trump était évidemment contrôlé par le Mossad, dans le réseau Epstein, etc., que Trump avait violé un garçon de 8 ans. Trump avait violé un garçon de 8 ans. Il était tenu par le réseau Epstein. Les personnes avaient été tuées par la suite, etc. Et donc, dans ce web journal-ci, on va comme reprendre la thèse de Carl Zero et on va montrer à quel point, si c'est le cas, c'est-à-dire que si le Trump a réellement violé un garçon de 8 ans, c'est possible, je ne veux pas être dans le culte de la personnalité, on va être objectif, mais si Trump a réellement violé un garçon de 8 ans, si Trump a réellement violé un garçon de 8 ans, comme l'affirme Carl Zero, et qu'il est tenu par le Mossad, on va voir exactement de quelle façon le Mossad et Benjamin Netanyahou tiennent Trump, le forcent à faire des actions qui finalement vont faire en sorte que Netanyahou devrait obtenir le prix Nobel de la paix, puisque les actions vont tout à fait dans ce sens-là. Si c'est Trump, si c'est Netanyahou qui tient Donald Trump, eh bien, le Nobel ne devrait pas aller à Trump, mais bien à Netanyahou. Et donc,
on va voir un petit peu le fondement de cette thèse-là. Donc, Trump contrôlé par le Mossad, Trump tenu par Israël. Mais évidemment, je veux dire, c'est de l'ironie ce que je fais ici. Et la question, c'est qui tient Carl Zero? Hein? Laisseriez-vous votre enfant de 6 ou 7 ans tout seul avec Carl Zero? Hein? Je ne sais pas si quelqu'un laisserait son enfant quelques heures seul avec Carl Zero. Je n'en suis pas sûr. Voilà. Donc, tout ça pour dire que ça chauffe sur Internet. Et donc, je reprends une partie, je réponds à Béatrice Rosen qui n'a pas compris ce que la Barbie du net, là, qui n'a pas compris ce que j'expliquais là-dedans. C'est-à-dire que si le thème de ce web journal-ci, la colombe de Tel Aviv, je reprends une partie, un segment de ce que j'ai expliqué dans l'entrevue avec Toxin et j'élabore là-dessus. D'accord? Et après ça, on va aller dans Uranium One, un peu la propagande de guerre et finalement la fausse chicane Magyar-Orban, parce que c'est encore une fois, ça se comprend ce qui vient de se passer en Hongrie. Là. On pensait que c'était une défaite de Orban, oh merde, et puis l'opposition a gagné, l'Europe a gagné, etc. Or, ils ont opéré exactement comme opère Trump avec une fausse chicane, c'est une fausse chicane Magyar-Orban. Les deux sont exactement sur la même ligne, et même que Magyar semble plus dur qu'Orban. Et c'est la même chose avec fausse chicane entre Trump et le pape. Tout le monde se focus sur des trucs de pacotille. Ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans que j'explique comment Trump fait des tweets controversés ou des bouts de phrases controversés. Tout le monde saute sur le bout controversé, alors que Trump, lui, règle les problèmes de fond en coulisses. Je l'expliquais, je ne vais pas le répéter, je vais l'expliquer, on l'a expliqué à des milliers de reprises. Et là, ici, c'est sur la question de l'uranium. Alors que la question de l'uranium est sur le point d'être réglée, Trump dit qu'ils se sont entendus avec les Iraniens pour aller à l'intérieur du territoire, chercher l'uranium et le ramener aux États-Unis. Ça nous ramène à cette histoire d'Uranium One. Donc ça, c'est la trame de fond importante. Ça, c'est la trame de fond. Ça s'inscrit dans le cadre des procès pour haute trahison de Barack Obama, d'Hillary Clinton, etc. Donc, Kash Patel nous a dit qu'il était sur le point d'y avoir des arrestations. Il est allé ce matin, je pense à Maria Bartiromo, expliquer que, j'ai pas le clip, là, que les arrestations étaient imminentes dans le dossier de la collusion avec la Russie. Okay, donc, tout ça, c'est pas juste le dossier de la collusion avec la Russie, c'est un gigantesque dossier de haute trahison aux États-Unis et ça a tout à voir avec l'uranium que l'Iran a, les opérations en cours en Iran et cette histoire de trahison avec la Russie. Mais les gens focusent sur le pape, n'est-ce pas? Tu sais, comme, c'est ça, pour beaucoup. Et Trump a été méchant, Trump est fou, et puis des trucs de pacotille, alors qu'on vous allez voir les plus gros procès de l'histoire des États-Unis, potentiellement des procès militaires, les plus gros procès de l'histoire des États-Unis. Probablement après les élections de mi-mandat, quand Trump n'aura plus rien à gagner. Voilà. Donc, Trump tenu par Israël, on va faire un petit... Donc, Trump, reprenons à notre... reprenons à notre cause, reprenons pour nous les propos de Carl Zero. Donc, il n'a aucun, on rappelle qu'il n'a aucun document plus pertinent que ceux qui ont été... il n'a seulement que les documents qui ont été publiés par le département de la justice. Il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de plus que ce qui a déjà été publié par le département de la justice. Mais il affirme que Trump a violé un garçon de 8 ans et que Trump est tenu par le Mossad. C'est la thèse d'ailleurs d'à peu près toute la dissidence. Sauf Thierry Messant qui, ce matin, ou c'est hier, je pense, est allé dire à GPTV qu'il ne pensait pas que Trump était tenu par Netanyahou, sauf qu'il dit que Trump relance l'Empire américain, ce qui est évidemment faux, puisque Trump ferme les bases un peu partout. Je n'arrive pas à comprendre. Trump veut sortir de là. Thierry Messant. Donc, il dit que Trump n'est pas contrôlé par Israël, mais que Trump essaie de sauver l'Empire américain, etc., alors que c'est le contraire. Il ferme USAID, il ferme les bases partout, il ramène les troupes, etc. Je ne sais pas d'où est-ce qu'il sort son truc, Thierry Messant. Si on regarde les mêmes nouvelles. Et donc, Trump viole un enfant de 8 ans, selon Carl Zero. Et là, les gens disent, des fois, je vois des commentaires qui disent « ça commence à faire beaucoup, Alexis ». Ouais, donc, OK. Trump a réellement, accédons à vos lubies, là, Trump a réellement violé un garçon de 8 ans et ou des jeunes filles
Il y en a, tout ça. Là. Et il est tenu par Israël. Donc, réfléchissons. Faisons comme, on va l'expliquer pour Béatrice Rosen, qui n'a pas compris. Réfléchissons à la conséquence de ça. Qu'est-ce qui s'est passé en 2016? Comment ça se fait que quelqu'un... Donc, s'ils le tiennent depuis 2016, ils le tiennent depuis longtemps. C'est-à-dire que ça s'est passé... Trump n'a rien à voir avec le début de l'enquête Epstein. Il est arrivé après, et puis c'est pas lui qui a dénoncé. Il n'y a pas... Il y a rien de ça, là. Tout ça n'est pas... il n'a pas dit de se concentrer sur Ghislaine Maxwell. Il n'a pas collaboré à l'enquête. C'est pas... Mais... Donc, ils le tiennent depuis le début des années 2000. Et il prépare sa présidence, probablement, n'est-ce pas? S'il a violé un enfant de 8 ans, ils le tiennent et ils le préparent comme une ressource du Mossad qu'ils vont placer à la présidence des États-Unis. Donc, ce n'est pas Vladimir Poutine qui contrôle Trump, c'est le Mossad avec l'affaire Epstein. Et donc, comment expliquer qu'en 2016, 2020 et 2024, ils aient déployé autant d'efforts pour empêcher que l'État profond et les démocrates et les médias aient déployé autant d'efforts pour l'empêcher à accéder au pouvoir? S'il a violé des garçons et qu'il est une ressource pour le Mossad, pourquoi les médias contrôlés pour beaucoup par des intérêts israéliens. On nous dit ça, là, on nous dit qu'il y a beaucoup de Juifs dans les médias. Et puis, pourquoi, si c'est une ressource du Mossad, pourquoi la couverture était à 90-95% négative contre Trump lors des 4 élections? Pourquoi ils ont tout fait pour l'empêcher de se présenter? Pourquoi il y a comme 8 ou 10 ou 13 filles qui l'ont accusé d'agression sexuelle? Pourquoi ils ont tout fait? Est-ce que les démocrates ne savent pas? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a reçu le mémo dans le camp démocrate pour leur dire que c'est une ressource du Mossad et qu'il faut le laisser passer? Pourquoi ils ont fait des castors d'eux-mêmes, puis ils ont fait barrage à Trump avec tous les moyens nécessaires? Ça, c'était en 2016. Pourquoi, après ça, ils ont créé une révolution colorée avec une histoire d'assaut sur le Capitole pour l'impeacher, pour produire un impeachment, alors qu'il a violé des garçons et qu'il est utile à Israël pour attaquer l'Iran? Pourquoi ils ont volé l'élection comme ça avec des votes à Joe Biden? Pourquoi ils n'ont pas juste laissé passer Trump si l'objectif c'était vous comprenez, d'attaquer, si c'était une ressource du Mossad? Pourquoi ils ont fraudé l'élection? Pourquoi ils ont fait ces 4 poursuites contre Donald Trump en 2024 avec le mugshot, les fausses accusations de Gene Carroll? Il a dit qu'il voulait donner son ADN, le juge a dit non. Ils ont tout fait pour le bloquer. Pourquoi, si c'est une ressource, il a violé des garçons et qu'il est tenu, pourquoi l'État profond a littéralement tout fait pour le bloquer? Lors des 3 élections, avec cette histoire de collusion avec la Russie, Trump est un agent russe, etc. Il faut se rappeler tout ça. C'était comme jamais aucun candidat n'a reçu autant de flaques que ça. Pourquoi maintenant tout le monde essaie de le discréditer en disant qu'il est fou, etc. Exactement comme Poutine. C'est-à-dire, rappelez-vous, la semaine dernière, on parlait de Trump est fou pour utiliser le 25e amendement. Ils ont utilisé exactement la même stratégie avec Poutine. Pourquoi, si Trump est un agent du Mossad qui a violé des enfants de 8 ans, un petit garçon de 8 ans, avant de les tuer, et puis des affaires sordides. Pourquoi ils essayent à tout point de le discréditer? Hein? Exactement comme Poutine à l'époque, rappelez-vous. Surtout, comme tu dis, des mensonges, des contre-narratifs comme genre l'économie russe va s'effondrer, la Russie va envahir les pays. Nouvelle révélation laisse présager le pire pour Vladimir Poutine. Son état de santé se détériore de façon dramatique. Il y en a qui ont mordu à ça. Moi, quand je voyais ça passer, tu y portes. Donc, les mêmes stratégies pour Poutine, Trump est fou, etc. Pourquoi on utilise le 25e amendement pour le destituer si c'est un agent du Mossad qui a violé des garçons de 8 ans? Après ça, pourquoi Trump a retiré des troupes de partout au Moyen-Orient au cours des... je reviens souvent à ça, on va juste faire ça rapidement, c'est parce que, encore une fois, je vois que les gens n'ont pas compris. Pourquoi a-t-il retiré les troupes d'Afghanistan et a diminué de moitié les troupes au Moyen-Orient dans son premier mandat et le mandat Biden, alors qu'il était un
un agent du Mossad qui veut évidemment attaquer l'Iran, détruire, etc., etc. Pourquoi n'a-t-il pas répondu quand il y avait la chance de frapper l'Iran après qu'un drone américain ait été frappé? Pourquoi Trump, agent du Mossad et contrôlé par Netanyahou, pourquoi Trump, contrôlé par Netanyahou, met-il de l'avant les accords d'Abraham alors que la stratégie d'Israël, normalement, ça serait de fragmenter les pays arabes, n'est-ce pas? On nous a souvent dit ça au cours des 10-15 dernières années. La stratégie avec le général Wesley Clark, qui a raconté l'anecdote qu'il était arrivé au Pentagone après le 11 septembre, et on lui avait dit qu'est-ce qu'on attaque, quel pays on attaque? On attaque l'Afghanistan. Puis là, on lui avait dit non, c'est 6 pays qu'on va attaquer. Donc, et depuis ce temps-là, ce qu'on entend souvent sur les réseaux, c'est que l'objectif d'Israël, c'est de déstabiliser, de fragmenter, de morceler les pays arabes autour, n'est-ce pas? Alors, pourquoi Trump fait exactement le contraire de ça et stabilise les régions avec les accords d'Abraham? Hein, s'il est contrôlé, s'il a violé des garçons de 8 ans, pourquoi, avec les accords d'Abraham, rend-il le grand Israël impossible? Pas de changement de régime, pas de troupes au sol, pas de Troisième Guerre mondiale. Pourquoi y a-t-il présentement des négociations avec l'Iran si Trump a violé des garçons de 8 ans et est contrôlé par Netanyahou? Pourquoi Trump annonce qu'il va y avoir une rencontre à la Maison-Blanche entre le président libanais, Joseph Aoun, et le premier ministre Benjamin Netanyahou? Trump a annoncé qu'il inviterait Netanyahou et le président libanais Aoun à la Maison-Blanche. Pourquoi déploie-t-il des efforts de paix comme ça et de stabilisation de la région s'il est, comme Carl Zero l'affirme, regardez-moi ça, la belle tronche de vainqueur, là, s'il a violé un garçon de 8 ans et il est contrôlé par Netanyahou? On voit bien que ça n'a aucun sens. Et là, Trump qui dit Israël va arrêter de bombarder le Liban. Et il est interdit à Israël de bombarder le Liban et c'est les USA, c'est les États-Unis qui s'en portent garant. Pourquoi est-ce que Netanyahou, qui contrôle Trump, demanderait à Trump d'écrire un tweet comme ça, limitant la portée d'Israël? Pourquoi est-ce que Netanyahou, qui contrôle Trump, demanderait à Trump, tu lui envoies tes messages là, là, présentement, tu vas négocier une paix avec l'Iran. On va, entame immédiatement les négociations de paix avec l'Iran, alors même s'il n'y a pas eu de changement de régime, et la paix avec le Liban aussi, commence la paix, stop les opérations militaires. Comment expliquer que Netanyahou, qui contrôle Trump, ne voudrait pas plutôt envoyer les États-Unis au casse-pied? Pourquoi Trump n'envoie pas des troupes? Pourquoi, etc., etc. Vous comprenez? S'il contrôle Trump, Trump n'a absolument pas son mot à dire. S'il y a une vidéo de Trump qui viole un petit garçon de 8 ans, là, Trump va faire n'importe quoi. Il va envoyer les troupes américaines. Là. Je veux dire, même si les gens ne sont pas contents, il va s'aborder son mandat pour éviter que la vidéo de lui qui est en train de violer un petit garçon de 8 ans sorte. Ben, il va faire n'importe quoi. Il va s'aborder sa présidence. Il va envoyer les troupes américaines. Il va envoyer, ça va être là. Mais non! Là, Netanyahou est en train de lui dire renforce les accords d'Abraham, signe la paix avec mes voisins, entame des négociations. On voit bien que ça n'a absolument aucun bon sens, cette histoire de Trump est contrôlé par Israël. Et qui, comme le dit, je veux dire, il y a une tête de pédophile, ce bonhomme-là. Là. C'est comme... il est probablement lui-même tenu. Ben, pour sortir des trucs comme ça, il est probablement lui-même tenu, je l'ai déjà dit, là, mais... alors que c'est Trump qui, au contraire, limite Netanyahou. C'est-à-dire que, donc c'est ça le thème du web journal. Si c'est effectivement Netanyahou qui contrôle Trump avec cette histoire de garçon de 8 ans, comme nous l'affirme Carl Zero, eh bien, le prix Nobel de la paix devrait être décerné à Netanyahou, n'est-ce pas? C'est pas le boucher de Gaza, comme je disais au micro de Toxin, c'est la colombe de Tel Aviv. Netanyahou est en train de stabiliser la région, signer la paix, régler tous les problèmes, etc., etc. Une bonne main d'applaudissements pour Benjamin Netanyahou, la colombe de Tel Aviv. C'est tout ça, vraiment? Imaginez ceux qui disent, je pense qu'Idriss dit ça aussi. Il y en a beaucoup qui disent ça, là, sans jamais avoir réfléchi aux conséquences de ça. Et donc, ça, c'est juste un petit. Si vous y pensez profondément, vous voyez bien que c'est absolument ridicule, que ça ne tient pas la route pour une seconde. Et que Trump ne fait pas le jeu d'Israël.
Trump ne fait pas le jeu d'Israël. Au contraire, Trump, c'est ce que j'ai expliqué depuis le début, Trump stabilise la région, etc., etc. Mais je vais repasser, quand ils vont signer là, c'est comme le détroit d'Ormuz est ouvert, pas ouvert, il y a cessez-le-feu. Il y a un cessez-le-feu, il y a effectivement rien qui se passe, il n'y a pas de bombardement, mais éventuellement, quand il va y avoir des poignées de main, j'ai une couple de clips à ressortir où est-ce qu'on va se dire encore une fois qui avait raison. Okay? Ceux qui annonçaient la Troisième Guerre mondiale, les troupes au sol, le Vietnam américain, ou ceux qui disaient non, 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 il n'y aura pas de changement de régime, pas de troupes au sol et pas de Troisième Guerre mondiale, ils vont négocier la paix avec l'Iran. Le régime, ils sauvent en fait le régime, etc., etc. Okay? Donc, mais la trame de fond de tout ça, c'est pas juste la dénucléarisation de l'Iran, hein, parce que c'est aussi l'obtention sous couvert, c'est-à-dire sous couvert de dénucléarisation de l'Iran. Ce que les États-Unis font, c'est qu'ils vont chercher l'uranium qui a été acheminé en Iran. OK? Ça ici, ce sont les allégations qui pèsent depuis un certain temps sur ce qui s'est passé aux alentours de 2010 avec Uranium One. Donc ici, Trump assure que l'Iran a accepté de céder son uranium enrichi. Et là, il le dit ici, donc les États-Unis récupéreront toute la poussière nucléaire. Ça, c'est ce qu'on appelle le yellow cake, là. Toute la poussière nucléaire produite par nos redoutables bombardiers B-2, parce qu'il est censé avoir détruit tout le nucléaire, n'est-ce pas, lorsqu'il a bombardé les sites, là. Mais sous quelque forme que ce soit. Cet accord est totalement indépendant du Liban, etc., etc. Donc, ouais, l'emphase, c'est sur le nucléaire et tout tourne autour de ça. Le détroit d'Ormuz, comme beaucoup de personnes l'ont dit, était déjà ouvert avant. Hein? Mais on nous présente ça comme l'enjeu un peu ouvert, fermé, ouvert, fermé. Les gens disent non, il est ouvert, il est fermé. C'est pas ça. Le fond de l'histoire, c'est ça. C'est le yellow cake que les États-Unis veulent aller récupérer et que l'Iran a accepté de livrer. Et donc, ça nous amène à cette histoire de Uranium One dont j'ai parlé à plusieurs reprises depuis 2018 autour de l'Iran, Trump, le pacificateur. Je vous épargne le fait de rejouer les clips encore une fois. Mais cette histoire-là dure depuis longtemps et ça a à voir aussi avec, on en parle on en parlait dans plusieurs webjournaux, cette histoire de Sum of All Fears, cette volonté de l'État profond de déclencher une troisième guerre mondiale en faisant sauter une bombe nucléaire et en faisant passer l'attaque sur le dos de la Russie et puis, etc., en montant les antagonismes, etc. Et c'est à la fin de ce film-là, il y a la chanson, le mouvement Nessun Dorma qui est joué. Et Trump le fait jouer à plusieurs reprises. Encore une fois, récemment, là, je me rappelle, je pense qu'il y a 2 semaines ou quelque chose comme ça, il le fait jouer encore une fois. C'est la fin du film. La fin du film, Some of All Fears, il y a Nessun Dorma et c'est la vengeance, finalement, c'est-à-dire qu'il n'y a finalement pas de guerre entre les États-Unis et la Russie. Il n'y a finalement pas de guerre entre les États-Unis et la Russie. Et ceux qui ont conspiré se font couper la gorge. Je vous le montre rapidement comme ça. On l'a déjà montré, mais... Je vous montrerai pas tout le clip. Là, et là, ils signent la paix finalement et ceux qui ont conspiré se font tous tuer un après l'autre. Et c'est ça finalement, on arrive à ça. On arrive à l'acte, c'est ce que je disais en début de Web Journal, on arrive à l'acte final où ceux qui ont conspiré pour créer potentiellement une troisième guerre mondiale, armer l'Iran avec l'arme nucléaire, mais c'est pas nécessairement non plus juste le fait que l'Iran ait une bombe nucléaire, c'est le fait aussi qu'il y a eu de l'uranium clandestin qui est circulé par la vente d'Uranium One à la Russie. Uranium One, c'est une compagnie canadienne qui a été finalement vendue à la Russie. Au début, c'était un pourcentage d'Uranium One qui avait été vendu à la Russie. Mais maintenant, elle appartient entièrement à la Russie, Uranium One. Et cette compagnie-là, Uranium One, minait de l'uranium aux États-Unis. C'est-à-dire que les mines d'uranium, une partie des mines, Uranium One détenait 20% de l'uranium américain. Et
Donc, au début des années 2000, le FBI a déjoué un complot de corruption russe avant que l'administration Obama n'approuve l'accord nucléaire controversé avec Moscou. Et donc, il y avait les Russes ont essayé d'acquérir l'uranium américain. Et évidemment, c'est une ressource stratégique. Normalement, tu ne vends pas ça parce que c'est une menace à la sécurité nationale. Mais les Russes ont utilisé des pots de vin, ont donné des bribes et des pots de vin pour finalement, à ce que pour avoir accès à cet uranium-là. Et le FBI a découvert tout ça. Le FBI de Robert Mueller, qui était directeur du FBI à l'époque, a découvert que les Russes manigançaient, offraient des pots de vin pour acquérir l'uranium. Et finalement, l'enquête a été repoussée et n'a mené nulle part, alors que l'administration Obama a finalement, pendant ce temps-là, l'administration Obama a finalement accepté la vente d'Uranium One à la Russie, même si les Russes manœuvraient en coulisses avec des pots de vin, et le FBI le savait, afin d'acquérir cet uranium-là. Donc, ici, The Hill. Avant que l'administration Obama n'approuve en 2010 un accord controversé donnant à Moscou le contrôle d'une grande partie de l'uranium américain, le FBI avait recueilli des preuves substantielles selon lesquelles des responsables de l'industrie nucléaire russe se livraient à des actes de corruption, pots de vin, d'extorsion, de blanchiment d'argent destinés à développer des activités de Vladimir Poutine dans le domaine de l'énergie nucléaire aux États-Unis. Ils ont également obtenu un témoignage oculaire appuyé par des documents indiquant que des responsables nucléaires russes avaient acheminé des millions de dollars vers les États-Unis au profit de la fondation caritative de l'ancien président Bill Clinton, alors que le secrétaire d'État Hillary Clinton siégeait au sein d'un organisme gouvernemental qui avait rendu une décision favorable à Moscou, le département d'État. Il y a une espèce d'organe du département d'État, qui vérifie, c'est la politique étrangère, le département d'État, là, qui vérifie si on peut vendre des actifs à des puissances étrangères, si c'est une menace à la sécurité nationale. Hillary Clinton siégeait là-dessus. Elle était chef de la diplomatie américaine. Et elle a autorisé, alors que son mari Bill Clinton recevait des millions de dollars à la fondation Clinton par la Russie, elle a officialisé la vente de Uranium One à la Russie. Donc, vous avez ici, ça encore une fois, la fondation Clinton liée à une tentative russe d'achat d'une entreprise d'uranium. Vous avez ici Cash Flow de New York Times, Cash Flow to Clinton Foundation amid Russian Uranium Deal. Et c'est Hillary Clinton qui autorisait ça. Vous comprenez? Donc, et ça, je l'ai expliqué à plusieurs reprises. Hillary Clinton qui vendait, et Joe Biden l'a fait par la suite avec son fils, là, Hunter Biden. Il vendait des secrets d'État, vendait de l'influence américaine, de l'influence politique, moyennant contribution. Rappelez-vous, avec Hunter Biden, c'était la firme Rosemont Seneca. Rosemont Seneca recevait de l'argent de milliardaires chinois. Et en même temps, Joe Biden, qui était vice-président, échouait dans ses négociations avec la Chine, alors que Rosemont Seneca venait de recevoir genre 1,5 milliard en equity de firmes chinoises, etc. Donc, cette espèce la famille de Biden et la famille Clinton vendaient de l'influence politique. Ici, c'est les intérêts stratégiques américains qui ont été vendus par la Fondation Clinton. Ils ont reçu de l'argent de Moscou et ont autorisé la vente du Uranium One. Mais évidemment, ça ne s'arrête pas là. Vous l'avez ici encore une fois, ça ne s'arrête pas là. Fact-check concernant, ça, encore une fois, c'est un fact-check. J'ai été vérifier les fact-checks. Pas qu'ils sont toujours justes, mais des fois, c'est intéressant. Donc ici, dans une lettre adressée en juin 2015 au représentant Peter Viklovsky, la NRC a indiqué avoir, ça je pense que c'est l'organisme qui était piloté par Hillary Clinton, a indiqué avoir accordé à RSB Logistics Service une modification de sa licence d'exportation en 2012 afin d'autoriser cette entreprise de transport maritime du Kentucky à exporter de l'uranium vers le Canada depuis diverses sources, notamment le Wyoming, c'est ça. Le Canada doit obtenir l'approbation des États-Unis pour transférer de l'uranium américain vers un pays autre que les États-Unis, indique la lettre. Et on dit, soyez assurés qu'aucun uranium produit par Uranium One Incorporated n'a été expédié directement en Russie. Phew! Et que le gouvernement américain n'a autorisé aucun pays à retransférer l'uranium américain vers la Russie.
Mais où a été retransféré cet uranium-là? Donc ici, l'accord sur Uranium One a entraîné certaines exportations vers l'Europe, selon des notes de service. Donc, il y a une partie de l'uranium qui a été achetée par la Russie, de Uranium One, qui a été exportée vers l'Europe. Et là, encore une fois, c'est du domaine de la spéculation, encore une fois, mais on voit un peu où ça s'en va. Donc, encore une fois, je mets un bémol là-dessus, je vous montre un peu l'ensemble de la réflexion. Cette réflexion-là, elle ne date pas d'hier. On la retrouve dans les Q-drops. Et donc, cet uranium-là a été exporté vers l'Europe et ce qu'on pense, en fait, si vous comprenez un peu le truc Nessun Dorma, Sum of All Fears, c'est que de l'uranium a disparu et se serait potentiellement retrouvé en Iran pour créer une bombe nucléaire à l'extérieur du circuit des centrifugeuses iraniennes. C'est-à-dire qu'ils auraient déjà reçu leur Yellow Cake de l'Europe via Uranium One, etc. C'est ce qui est allégué ici. Éventuellement, ça se peut que ce soit... encore une fois, il n'y a aucune preuve que l'uranium qui a été exporté en Europe se soit retrouvé en Iran. Bien non, parce qu'il y avait des preuves, on serait déjà dans des procès criminels. Cependant, c'est ce que les États-Unis veulent valider. Et c'est pour ça que Trump dit, dans sa conférence de presse de ce matin ou d'hier, je ne me rappelle plus, il dit « On veut ramener l'uranium iranien aux États-Unis et ils vont ainsi pouvoir tester l'uranium, savoir si l'uranium qu'ils ont trouvé en Iran, c'est de l'uranium américain qui a été vendu par Uranium One. » Et là, tu as toute la filière vous comprenez? C'est-à-dire que tu as la filière de trahison, tu as la filière de vente de matériaux nucléaires pour créer une bombe clandestine. Trump qui le dit ici. Donc, il dit, au début, c'est bas un peu le son, mais c'est je pense, c'est à bord d'Air Force One. Et il y a plusieurs, je ne suis pas le seul je vous montre l'audio, mais il y a plusieurs sites plusieurs journalistes qui en ont parlé. Là. Il dit, donc, l'objectif, c'est de ramener l'uranium aux États-Unis, to bring it back. Et le bring back, ça laisse entendre, c'est ambigu, mais ça laisse entendre que l'uranium était peut-être déjà aux États-Unis. C'est pas amener l'uranium aux États-Unis, c'est le ramener aux États-Unis. We'll go in with Iran and we will take it together and we will bring it back, 100% of it, back to the United States. If we don't do that, we will get it in a different form, in a much more... C'était le 17, le vendredi dernier. Donc, to bring it back to the United States, OK? Donc, il n'y a pas juste ça. Rappelez-vous, lorsque Trump arrive au pouvoir en 2016, il déchire rapidement l'accord de Barack Obama avec l'Iran sur le nucléaire. Là, il faudrait retourner voir ici le web journal que j'avais fait à l'époque autour de l'Iran, Trump le pacificateur, où est-ce qu'on montre plusieurs courriels d'ailleurs de personnages comme John Podesta. Je pense que c'est dans les courriels qui ont été révélés par Wikileaks, par Julian Assange sur Wikileaks. John Podesta qui dit que l'entente va faire en sorte qu'il va y avoir un conflit nucléaire au Moyen-Orient à moyen terme. Et je me rappelle dans les courriels, vous irez le voir, c'est un courriel de Wikileaks. Donc ça garantit que d'ici une génération, il va y avoir un conflit nucléaire au Moyen-Orient. Puis John Podesta répond « Yup. Yes, sir. Oui, monsieur. » OK? Donc, et ici, encore une fois, vous avez... donc, si l'Europe... ce qui est révélé en filigrane de cette histoire du Uranium One, c'est la corruption des élites européennes. À l'époque, déjà, il y avait le sous-ministre des Affaires étrangères, Raman Gavani, qui avait dit dans un tweet à l'époque que j'avais montré ici, que parce que les États-Unis faisaient un blocus sur l'Iran, puis mettaient des sanctions, et les sanctions faisaient mal, et le vice-ministre des Affaires étrangères avait dit, si les Européens ne s'opposent pas aux sanctions américaines, nous allons révéler les noms de ceux qui ont reçu des pots de vin en Europe. Et rappelez-vous ce que j'ai expliqué sur les pots de vin en Europe, aussi avec la guerre en Ukraine, etc., etc. C'est pour ça qu'ils se battent présentement bec et ongle, c'est pour ça qu'ils abattent toutes leurs cartes, qu'ils mettent le paquet
c'est une vente de feu présentement sur Internet. Ils lancent tous les influenceurs dans la mêlée parce que ce sont les dernières cartes. On est à l'étape de Nessun Dorma, où est-ce qu'on coupe les gorges et où c'est l'acte final. Vous avez ici, donc, ça ici, c'est European Council for Israel, c'est un article là-dessus, là, mais donc un ancien député européen demande une enquête officielle sur les allégations de corruption de politiciens européens par des Iraniens lors des négociations nucléaires qui ont abouti à l'accord avec l'Iran. L'accord d'Obama, il y a eu des négociations entre l'Europe et il y a eu des rétrocommissions, des pots de vin, etc. Où est-ce que je l'ai? C'est ici. Ça, c'est plus loin dans l'article. Cette demande fait suite aux propos du vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Hassan Ghashgavi, qui, selon des sources médiatiques internationales, vous avez le tweet ici, je l'avais à l'époque, là. On suivait ça déjà à l'époque. Donc, qui, selon des sources médiatiques internationales, a déclaré « Si les Européens cessent de commercer avec l'Iran et ne font pas pression sur les États-Unis, nous révélerons quels politiciens occidentaux et combien d'argent ils ont reçu lors des négociations nucléaires pour l'accord avec l'Iran, pour que l'accord avec l'Iran soit conclu. » Donc, l'accord avec l'Iran de Barack Obama, s'est fait acheter à coût de millions et de millions et de millions de dollars en rétrocommission, etc., etc. Et donc, ça, c'est la trame de fond de ce qui est en train de se passer présentement avec l'Iran. Ce n'est pas la querelle avec le pape, OK? C'est quand, tu sais, etc. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est le réel fond de l'histoire. Et donc, encore une fois, il y a corruption des élites européennes, l'uranium qui a été acheté, Uranium One, l'uranium qui a été miné par Uranium One, qui a été acheté par la Russie, a été transféré à l'Europe. Là, vous avez de la corruption européenne directement avec les Iraniens. Et ce que Trump fait là, présentement avec son audio, c'est qu'il veut ramener cet uranium-là aux États-Unis. Il va pouvoir le tester et après ça, la boucle va être bouclée. Vous comprenez ce que je veux dire? Si c'est ça, ça a l'air d'être ça, mais mettez un signet sur ce web journal-ci. Voilà. Et c'est la même chose avec Zelensky et le serveur de CrowdStrike. Rappelez-vous, donc, cette histoire de collusion avec la Russie. Les courriels de John Podesta sont volés sur le serveur du Parti démocrate, dans les locaux du Parti démocrate. On accuse la Russie d'avoir volé les courriels de John Podesta. Or, tout le monde sait, incluant William Binney, le numéro 2 de la NSA, encryption, vice-président encryption, etc., que la vitesse de téléchargement est impossible. À la vitesse à laquelle les courriels de John Podesta ont été téléchargés est impossible à travers un câble transatlantique et ne peut être effectué qu'à l'intérieur des locaux du Parti démocrate avec une clé USB. C'est conséquent avec ça. Et donc, que la personne qui a probablement téléchargé ces courriels-là, c'est Seth Rich, comme on l'a déjà expliqué. Mais ils ont, indépendamment de ça, le Parti démocrate a interdit au FBI de venir enquêter sur les serveurs pour venir faire les tests sur les serveurs et a plutôt envoyé les serveurs de CrowdStrike en Ukraine, hors de portée du FBI. Et ont pu, par la suite, étant donné que la pièce à conviction numéro 1 n'était plus là, elle était en Ukraine, ils ont pu dire que les Russes avaient piraté et avaient donné à Donald Trump les courriels pour faire mal à la campagne d'Hillary Clinton, et donc que Trump est un agent russe. Trump est un agent russe. On a oublié déjà le fait que Trump avait violé un garçon de 8 ans et est un agent israélien. Là. Comment on... Il me semble que c'est évident ce que Carl Zero explique. Là. Il fait la paix partout, fait que c'est comme... Il est sûrement un agent israélien. Regardez ça ici, juste comme ça, là. Ça, c'est cette semaine, juste une petite parenthèse. Les États-Unis retirent 1000 de leurs soldats de Syrie, selon le Wall Street Journal. Ça, c'est il y a comme quelques jours. Les États-Unis achèvent le transfert des bases syriennes, donc ils vident les troupes de Syrie. Pour un vote en guerre qui a violé un garçon de 8 ans, là, c'est quand même énorme. Là. Je veux dire, qu'est-ce qui se passe avec Netanyahou, là, qui contrôle Trump? Les forces armées américaines se retirent totalement de Syrie après 10 ans.
Euh, ce qui est conséquent, notamment avec ce qu'on trouve dans le National Security Strategy, les gens me demandaient là, cette semaine où c'est à la page 16 qui dit qu'il va effectuer un retrait des zones non stratégiques vers des zones plus prioritaires, la zone occidentale, etc. Il ne mentionne pas nécessairement le Moyen-Orient, mais vous le voyez, il a réduit déjà depuis le premier mandat la moitié des troupes. Il est parti de l'Afghanistan, il a réduit la moitié des troupes, il continue le retrait, puis il veut aussi retirer ses troupes du Japon, de la Corée, en Europe aussi, là, il y en a un autre, c'est en Europe, là, on l'a montré, il retire les troupes d'Allemagne, il retire les troupes de partout, je ne sais pas si vous comprenez, y compris du Moyen-Orient, mais il a violé un garçon de 8 ans et il est contrôlé par Israël. Donc, c'est ce que je l'ai ici. Non, je ne l'ai pas mis, celle-là. Mais ici, il dit justement qu'il est très déçu du Japon, de la Corée, etc. Ils ont demandé de l'aide et puis finalement, pourquoi on garde des troupes là-bas alors qu'ils ne nous aident pas quand on est en... Il veut retirer, vous comprenez, il veut retirer les troupes de partout dans le monde et il l'opère. Et ça, c'est en temps de guerre. Et donc, quand il annonce comme ça un retrait des troupes, imaginez le signal que ça, encore une fois, c'est du langage diplomatique. Rappelez-vous le segment où est-ce que j'ai parlé de... This is language. Le segment du film 13 Days, là, vous comprenez rien quand c'est McNamara qui parle à l'amiral. Ça, c'est du langage. Ça, c'est du langage diplomatique. Tu n'as pas besoin de dire des mots, tu n'as pas besoin de signer des documents. Tu retires tes troupes, c'est un geste de bonne volonté. Tu retires tes troupes de Syrie. Il est parti d'Afghanistan, il retire ses troupes de Syrie, il va vider l'Irak. Les bases américaines dans le Golfe vont être diminuées. Ils vont peut-être garder une ou deux bases, c'est juste comme pour de la logistique, pour ravitailler des bateaux, etc. Mais l'essentiel, on le voit, là, c'est de quitter la région. Et pourquoi Netanyahou aurait-il accepté ça? Il était certain de contrôler Trump avec le viol du petit garçon de 8 ans. Là, ça serait bien d'avoir les clips avec Hitler là, qui pique sa colère là, dans le film La Chute. Là. This line, pourquoi Trump n'écoute pas quand on lui dit que nous allons révéler la vidéo avec le garçon de 8 ans? Pourquoi Trump n'écoute pas? Je lui ai texté qu'il fallait qu'il reste en Syrie. Ouais, il faut que je me calme. Donc, voilà, donc ça ici, base en Syrie, Netanyahou. Donc, et donc, c'est ça, finalement, c'est la même chose. L'uranium qui est, selon cette interprétation-là, encore une fois, je vous fais comme une chaîne de raisonnement, mais vous avez pas on n'a pas tous les maillons, là, je vais être bien clair, on n'a pas tous les maillons, mais c'est une chaîne logique. C'est une chaîne logique, on n'a pas on ne peut pas le prouver. Bien sûr, encore une fois, bien sûr qu'on ne peut pas prouver tout ça. Ça a été annoncé par Q, hein, c'est tout ça. Mais bien sûr qu'on ne peut pas prouver tout ça parce que si on pouvait, l'objectif, c'est justement de pouvoir le prouver. Si on pouvait le prouver, il y aurait déjà des arrestations, mais là, on ne peut pas encore le prouver. L'objectif, c'est de ramener, être certain, faire en sorte. Ils ont peut-être une bonne idée de ce qui se passe, puis ils veulent l'uranium pour le tester, pour être certain que c'est bien l'uranium américain qui a été vendu. Et puis là, on peut procéder à des arrestations. Donc, c'est la même chose aussi avec le serveur de CrowdStrike. Donc, le serveur de CrowdStrike, on veut le ramener aux États-Unis. Ils l'ont peut-être déjà. En fait, Q a dit qu'il l'avait déjà. Mais le serveur de CrowdStrike, pour prouver cette histoire de collusion avec la Russie, l'uranium, pour prouver la trahison et la vente d'uranium illégal, etc., Fondation Clinton et tout ça, ça avait été approuvé par Eric Holder et Barack Obama. Et encore une fois, c'est que tu veux un procès béton. Tu ne veux pas prendre de chance. Tu veux le coincer sur la collusion avec la Russie, tu veux le coincer sur le nucléaire iranien, tu veux le coincer sur le fait d'avoir acheté de l'acier de moins bonne qualité de Nippon Steel, tu veux le coincer sur la fraude électorale, le dos, tu veux le coincer sur... Tu vas avoir comme un truc béton parce que tu veux pas que ça chie en chemin. Voilà. Vous comprenez? Donc, ça, c'est l'histoire de fond. Et les influenceurs et Trump font en sorte, perdre leur temps avec des histoires de Paris Match de genre, etc.
il, tu sais, il s'en prend au pape. Who cares? Qu'est-ce qu'il a dit exactement? C'est le Vigano qui a apporté son appui à Donald Trump aujourd'hui. J'ai retweeté ça. Mais vous voyez, donc, c'est pour ça, encore une fois, je reviens ici, c'est pour ça qu'il y a autant de... Pourquoi, à partir de l'opération contre l'Iran, ils ont tous changé? En tout cas, les dernières cartes sont tombées. Et puis ceux qui étaient encore un peu ambigus sur Trump sont tous passés du côté anti-Castor, on pourrait dire, faire obstacle à Trump, parce que c'est le dernier acte. C'est Nessun Dorma, c'est le dernier acte avec l'Iran. On arrive en fin de deuxième mandat de Donald Trump et ça, c'est ça. Voilà. Donc, est-ce que c'est clair pour la Barbie du net ou bien elle va dire que c'est encore tiré par les cheveux, mais bon, c'est pas, disons que c'est pas sa spécialité. Pas comme si elle avait énormément de préoccupations géostratégiques. Voilà. Donc, finalement, je veux un petit mot sur la propagande, encore une fois, ça fait 53 minutes. Donc, je voulais juste dire qu'il est fort probable que cette histoire de l'école des fillettes de minables, plus on y pense, évidemment, plus ça a l'air d'un truc de propagande. Je disais quoi, 70% la dernière fois, je serais probablement moins prudent aujourd'hui. Et c'est probablement une réplique coup pour coup de l'Iran face à la propagande occidentale quand les Occidentaux disaient que l'Iran avait tué 30, 40, 50, 60, 70, 80, j'ai même entendu 80 000 personnes sur un plateau. 80 000. Le Vietnam, c'est 54 000 personnes en 15 ans. Et là, l'Iran aurait tué 50, aurait fait le Vietnam en quelques semaines. Donc, ouais, ça, c'est la propagande occidentale pour valider le changement de régime. Corps disparu, fausse commune, 30 000 morts. Quel est le bilan réel des victimes en Iran? Le truc, c'est que le gouvernement iranien lui-même a admis quelque chose comme 3 500 morts, je pense 4 000 morts, et que l'Observatoire iranien des droits de l'homme, c'est toujours des trucs de l'État profond, ça, genre style Mossad, CIA. Eux ont dit 7 000. Alors, comment on est arrivé au chiffre de 30, 40, 50, 60, 70? C'est vraiment, genre, faire passer... C'est énorme déjà, comme 3, 4 000 personnes mortes, c'est comme inconcevable. C'est probablement pire que la place Tiananmen. Oui, c'est épouvantable, mais... ce que je pense, c'est que c'est du tac au tac, c'est-à-dire qu'on a fait passer le régime iranien, ils ont gonflé les chiffres de 30, 40, 50, 70, comme Kadhafi, on annonçait que Kadhafi avait tiré avec des hélicoptères sur la foule. C'était faux. Un des ambassadeurs français a annoncé que c'était faux. Il n'a jamais tiré avec des hélicoptères sur les foules qui manifestaient, qu'il donnait du Viagra à ses troupes pour violer les femmes. C'était faux. C'était genre, ils ont trouvé une pilule de Viagra dans un soldat ou dans 2, 3 soldats. Et après ça, ils ont dit Kadhafi distribue du Viagra à tous ses soldats pour violer des femmes. Et ça s'est même rendu jusqu'à l'ONU. Et donc, je pense que cette histoire de l'école de minables, c'est du tac au tac pour la propagande occidentale sur les morts. Parce que si tu regardez toutes les images, vous ne trouverez jamais d'histoire, vous ne trouverez jamais de cadavres de jeunes filles. Et l'histoire ressemble beaucoup à la plupart des histoires de propagande qu'on voit ailleurs. Notamment ici, rappelez-vous, en 2022-2023, je pense, les Russes qui avaient supposément bombardé une maternité à Mariupol. Rappelez-vous de ça? Et donc, les Russes qui avaient, 3 jours avant le bombardement de la maternité, qui avaient en plein conseil de sécurité, les Russes avaient dit, genre, les Ukrainiens utilisent une maternité désaffectée pour leurs opérations. Et rappelez-vous, j'ai montré aussi les captures d'écran de textes de Amnesty International qui dénonçaient l'Ukraine, dénonçaient le fait que l'Ukraine utilisait des infrastructures civiles comme base d'opération pour lancer ses attaques. C'est-à-dire que l'Ukraine mettait des canons, des mortiers sur le toit d'édifices résidentiels pour attaquer les Russes. Et quand les Russes rappliquaient en contre-batterie, ça faisait des morts civiles. Mais c'est les Ukrainiens qui plaçaient leurs obusiers sur le toit d'immeubles résidentiels. Même chose ici avec cette histoire de la maternité de Mariupol. Et donc, la Russie avait comme finalement bombardé la maternité. Et là, vous aviez vu les images de femmes enceintes qui quittaient la maternité
Le truc, c'était que c'était une influenceuse et que la personne qui avait pris les images était lui-même un blogueur de renom. C'est-à-dire que comment le blogueur de renom a-t-il pu savoir que, je veux dire, que les Russes allaient bombarder cette journée-là à ce moment-là, et puis qu'ils étaient sur place avec la caméra pour prendre une autre influenceuse en photo, ouais. Et donc, quand les Russes s'en étaient pleins, c'est-à-dire que cette histoire, si vous vous intéressez à cette histoire et la propagande autour de cette histoire de maternité, vous allez voir que ça a beaucoup de points similaires avec l'école de Minab. Hein? Et donc, les Russes avaient dit non, c'est faux. En tout cas, les Russes avaient publié plusieurs tweets à l'effet que c'était faux, qu'ils avaient déjà annoncé que les Ukrainiens utilisaient une maternité désaffectée. Et dès que les Russes ont essayé de débunker cette histoire de maternité, ils se sont fait bloquer sur X. Twitter supprime un tweet de l'ambassade de Russie concernant l'attentat de Mariupol, etc. C'est de la guerre de désinformation. Vous avez aussi, on se rappelle de ça, l'anthrax, on se rappelle des bébés dans les incubateurs. Rappelez-vous, la fille de l'ambassadeur du Koweït en 1991 était allée devant le Congrès américain. Elle avait pleuré en disant qu'elle se rappelait, elle avait vu elle-même, elle disait qu'elle était infirmière. En fait, on ne savait pas au début que c'était la fille de l'ambassadeur du Koweït aux États-Unis. Elle disait qu'elle était infirmière dans un hôpital à Kuwait City et qu'elle avait vu les soldats irakiens rentrer dans l'hôpital et prendre des bébés, les sortir des incubateurs et les lancer sur les murs. Et elle pleurait devant le Congrès américain. Et là, finalement, c'était entièrement faux, cette histoire-là. Et on s'est rendu compte que c'était pas une infirmière de l'hôpital de Koweït, c'était la fille de l'ambassadeur du Koweït aux États-Unis qui est allée faire un faux témoignage devant le Congrès, qui avait été utilisé pour agiter l'opinion publique américaine pour partir en guerre. Surtout au début des opérations, pour justifier ou disqualifier les opérations. Rappelez-vous, notamment, cette histoire, la guerre du Vietnam est commencée avec l'incident du golfe du Tonkin. Et le même McNamara qui avait dit dans 13 Days, « This is language », tu sais, le gars avec les lunettes là qu'on vous a montré, ben lui a admis plus tard dans des magazines, je pense que c'est le magazine il y a une publication trimensuelle, triannuelle, trisemestrielle de la NSA, et il avait dit l'incident du golfe du Tonkin, hein, c'est-à-dire les États-Unis avaient dit des navires, des corvettes nord-vietnamiennes ont tiré des torpilles sur les bateaux américains. Et ça avait été utilisé comme justification pour commencer la guerre contre le Nord-Vietnam, commencer le déploiement de troupes, les opérations militaires, etc. La guerre du Vietnam a commencé avec l'incident du golfe du Tonkin et McNamara avait admis que c'était entièrement faux. Rappelez-vous, le 11 septembre, et tous ces gens qui sont comme normalement super sagaces sur la propagande de guerre, finalement, sont complètement aveugles ici à l'effet que cette école-là, ce truc-là, aurait pu être entièrement fabriqué par l'Iran. Il n'y a aucun cadavre de jeune, on voit aucun cadavre de jeune fille, là, alors qu'on normalement, on nous les montre, rappelez-vous, à Gaza, on les voyait les morts à Gaza, les enfants morts, puis ça, il n'y avait pas de problème à les montrer, mais là, on n'en voit aucune. Et c'est la même chose ici. Pas plus tard qu'il y a 3 ans, 40 bébés décapités. Rappelez-vous, Israël avait dit que le Hamas était rentré, là, et puis qu'il avait décapité 40 bébés, et puis 40 bébés décapités, des constructions de la rumeur au cœur de la guerre de l'information entre Israël et le Hamas. Ici, des informations non vérifiables faisant état de 40 bébés décapités lors du conflit israélo-palestinien enflamment les réseaux sociaux. Aucune preuve photographique n'avait été rendue publique jeudi matin pour corroborer les affirmations selon lesquelles le bébé aurait été décapité. Israël publiait des photos de nourrissons morts après l'attaque, a publié des photos de nourrissons morts, OK? Donc, des photos de nourrissons, comme en Syrie. En Syrie, on montrait des photos de nourrissons morts et on accusait le régime Assad, etc. Donc, soyez un peu plus sagaces sur la propagande de guerre. Encore une fois, plus on y réfléchit, j'étais comme à 70%, 70-30 sur l'école de Minab. Je suis plus comme à 90-10, là. Surtout en début, les hostilités commencent avec un truc comme ça. C'est comme l'incident du golfe du Tonkin. C'est comme en début de conflit, là, ça a une forte odeur de propagande. Comme ça, ici, pour justifier la guerre, la première guerre d'Irak, ici, pour justifier la deuxième guerre d'Irak. Rappelez-vous, il nous montrait les camions.
il nous montrait les camions, là, les vannes d'armes de destruction massive, les vannes d'armes biologiques qui rentraient, puis là, ils échangeaient le matériel, puis c'était comme... il y avait des vidéos, il était arrivé à l'ONU avec des vidéos de surveillance. Qui aurait pu dire le contraire? Il montrait même les vidéos. C'était de la bullshit intégrale. OK? Surtout en début de conflit, pour bien cristalliser le... Ça, c'est sans compter les images de guerre. Ça, ici, on nous a montré des images comme ça. Ici, l'image était d'une explosion de gaz en Ukraine en 2018, mais on nous a présenté ça comme une frappe russe, etc., etc. Okay? Donc, ce que je veux dire, c'est que il est fort probable que cette histoire de l'école de Minab soit le fait que les Iraniens aient rendu l'appareil à la propagande occidentale concernant les massacres. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de massacre, il y en a eu, là. Le régime lui-même admet. Mais on est loin du 30, 40, 50, 70, 80 000 morts. Ça, je veux dire, c'est complètement farfelu. C'est déjà absolument, c'est un record. Je veux dire, des 4, 5 000 morts, c'est inconcevable, c'est immense. Mais bon, voilà. Donc, à part ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oups. Mauvais diapositive. À part ça, il y a Peter Magyar, finalement. Ça, c'est une autre fausse chicane. Le gars s'est présenté comme étant... le gars s'est présenté comme étant l'ennemi de Viktor Orban, alors qu'il a été dans son parti pendant 20 ans. Et les mondialistes et les européistes ont mordu à l'hameçon. Ça a joué dur, hein? Ça a joué dur. C'était genre menaces, insultes, sextape. Donné perdant en Hongrie, le tonitruant Orban joue son va-tout. C'était comme acerbe, c'était comme... Alors que, nous dit Loubachenko, je ne qualifierais pas Peter Magyar d'opposition. Il a travaillé aux côtés de Viktor Orban pendant 20 ans. Il était dans le parti de Viktor Orban. Il a travaillé dans le parti de Viktor Orban, je m'excuse, pendant 20 ans. Donc, quand tu connais le manuel d'opération du camp adverse, tu peux manipuler. C'était tout sauf Orban. Et là, donc, tu te présentes, c'est une fausse chicane, tu te présentes comme un autre, tu cries des noms. Orban, le salopard, Ciel, mon mari, et genre, avec des insultes, là, à la Tucker Carlson. Là. Et là, tu deviens tout d'un coup le favori, mais finalement, c'est ça, regarde, c'est comme il est encore plus radical qu'Orban. Pour la première fois de l'histoire, tous les députés parlementaires devront prêter serment à la Sainte Couronne de Hongrie. Peter Magyar est encore plus dur qu'Orban sur l'immigration, donc s'engage à maintenir la ligne d'Orban en matière d'immigration illégale en maintenant et en renforçant la clôture frontalière. L'UE fait la gueule. Ben oui, ils se sont fait avoir. Ouais. Ils se sont fait avoir. Encore une fois, est-ce que c'est plus une théorie des faux chicanes, c'est la méthode. C'est pas une théorie, c'est une méthode avérée de manipulation politique. Et là, il y a nos experts dans les journaux qui ne font aucune recherche approfondie jamais sur les sujets dont ils parlent, qui sont là, tu sais, ils sont payés comme à l'article. Hein, donc, je ne sais pas combien ils reçoivent par article de journal. Là, et là, ils s'en débarrassent avec des trucs. C'est ça qu'on sent avec les médias. C'est ça qu'on sent aussi avec beaucoup de médias alternatifs. On va vers le truc, tape à l'œil, Trump contrôlé par Netanyahou. Ben oui, il attaque l'Iran. Netanyahou voulait qu'il attaque l'Iran. Et donc, il doit être contrôlé. L'affaire d'Epstein, aucune réflexion approfondie, aucune... juste la paresse intellectuelle, de la putaclic, tape à l'œil, etc. Ici, Pierre Martin, de l'Université de Montréal, qui a une chronique dans le Journal de Montréal. L'avenir n'appartient pas à la droite populiste. Déconfiture de l'autocrate Viktor Orban aux mains d'une opposition libérale et pro-européenne en Hongrie. Démontre que la montée de la droite populiste n'est pas inéluctable. Pauvre tweet. On va être poli, là. Pauvre tweet. Et donc, et bravo à Greg, hein, Space Patriot, c'est lui qui nous a mis la puce à l'oreille sur Magyar, c'est lui qui a fait la recherche, c'est lui qui était sur la ligne Magyar, Trust the Plan. À Radio-Québec, on n'est pas sur Trust the Plan. Hein? Donc, salut Greg, mais on n'est pas sur Trust the Plan à Radio-Québec, n'est-ce pas? Les gens disent souvent ça, on entend souvent ça dans la communauté. Trust the Plan, Trust the Plan. On n'a jamais dit Trust the Plan à Radio-Québec. On explique les choses logiquement. Est-ce que je me trompe ou c'est ce qu'on a fait à Toxin? On explique les choses logiquement, c'est-à-dire logiquement, il y a,
l'Iran n'a pas rappliqué, alors que l'Iran disait, où est-ce que c'est là? Il disait que ça allait être la fin du monde si Trump attaquait. Je ne sais pas où est-ce que je l'ai mis. J'avais une où est-ce que l'Iran disait, genre, c'est ça ici? Non. Non. C'est dommage parce qu'elle était, c'est peut-être ici. Elle était peut-être intéressante. Ah, ici, voilà. Ça, c'était en janvier, alors que Trump envoyait des bateaux dans la région, là, dans le Golfe Persique. L'Iran prévient que toute attaque entraînera une guerre totale. Une guerre totale. Ce que ça veut dire, une guerre totale? Ça veut dire que tu vas tirer sur des avions puis tu vas couler des bateaux. Entraînera une guerre totale après que Trump a déclaré subjonctif, qu'une armada américaine était en route. Guerre totale qui n'a jamais eu lieu, Et là, le régime est maintenu et Trump va obtenir son uranium et qu'il va pouvoir utiliser contre, si ce que j'explique s'avère, là, ça reste à être avéré, qu'il va pouvoir utiliser dans les procès contre les traîtres américains et aussi contre des élites européennes, ceux qui auraient pris des pots de vin, comme l'a dit le sous-ministre des Affaires étrangères, là, Raman Gavani. Il y a lui, puis il y a d'autres. En tout cas, son nom est éplié de différentes façons, là, mais et donc, et c'est pour ça que on ne vous le dit pas et vous ne le voyez pas sur les réseaux sociaux. Trump joue Nessun Dormant et c'est pour ça qu'il joue le tout pour le tout et qu'il brûle leurs influenceurs dans une vente de feu. Parce qu'on est rendu à l'acte 11, l'acte de fin de toute l'opération. Voilà. À part ça, à part Magyar, il y a, encore une fois, sur la théorie des fausses chicanes, il y a Joe Rogan. Rappelez-vous, encore une fois, c'était quoi? Qui était sur... qui nous annonçait que Joe Rogan avait abandonné Donald Trump? Même Joe Rogan critique Donald Trump, Alexis. Comment peux-tu continuer à le défendre? Et là, on voit un Joe Rogan, encore une fois, tout riant dans le bureau ovale avec Donald Trump, alors que Trump annonce justement un truc sur l'utilisation de médicaments, des psychotropes, là, je pense, des trucs... des drogues psychédéliques pour guérir certaines pathologies. Et Joe Rogan qui remercie Donald Trump. It's not because these drugs harm people. And for 56 years, we've lived under those terrible conditions. We're free of that now. Thanks to all these people that we see next to me, and thanks to President Trump. Merci, le président Trump. Et après ça, il y a tous les clips parce qu'on les voit se bidonner ensemble, etc. Ouais, encore une fois, fausse chicane avec Joe Rogan. OK? Bizarrement. Après ça, il y a aussi Marjorie Taylor Greene. Marjorie Taylor Greene qui, aujourd'hui, nous dit... Allez lire, elle pointe vers un tweet en bas qui explique un certain nombre d'incohérences dans la tentative d'assassinat du président Trump de l'été 2024. Elle reprend plusieurs des arguments que j'utilise ici dans les 3 webjournaux que j'ai fait sur le sujet. Les webjournaux les plus pertinents, c'est Le Saint et JSOC. Le Légende, il est un peu moins articulé puisque je l'ai fait genre à moins de 24 heures après la tentative d'assassinat, mais ça jette les bases. Mais c'est la même chose, hein, c'est-à-dire que jamais, d'aucune façon, on aurait pu laisser le président Trump mettre son bras en l'air, etc. Puis elle reprend comme un... C'était une entreprise de communication, il n'y a pas de balle qui a été tirée, etc. Puis, donc, voir, puis Comparator, là, encore une fois, le misspelling matters, puis rappelez-vous tout ce que j'ai expliqué avec ça. Donc, mais Marjorie Taylor Greene qui pointe vers ça, et aussi, Flynn, ici, encore une fois, on va terminer là-dessus, des tweets notoires. Là. Ici, c'est Sun Tzu, c'est un gars que je suis qui dit, genre, les gens aiment bien détester Mike Flynn et Q. Et là, il dit, en 2018, j'étais un des seuls avocats qui écrivait sur Q. J'avais publié plusieurs posts sur Q. Et à l'époque, Flynn était venu m'encourager ou m'avait... encenser mes posts à l'époque. Et là, donc, et plus tard cette nuit-là, il m'a envoyé un message direct où nous allons quand nous y allons tous, where we go one, where we go all. Flynn l'avait contacté pour valider tout ça. Là,
son truc sur Q, l'encourager, et là, il publie donc les messages de Flynn, et Flynn qui répond en bas, « Where we go one, we go all ». Ça, c'est 18 avril, c'était hier. Donc, oui, « Where we go one, we go all ». À ceux qui disent que Flynn est comme, tu sais, pense que QAnon, c'est de la frime, etc. Flynn continue à encourager les soldats digitaux. Et il le fait, il prend probablement des risques en le faisant, mais c'est important qu'il le fasse à ce moment-ci parce qu'il y a beaucoup de gens qui doutent. Trump était censé être un non-interventionniste. Il est effectivement un non-interventionniste si on prend ce que j'ai expliqué à Radio-Québec, c'est-à-dire que le conflit est contenu avec l'Iran. Et là, les gens disent souvent, mais que fais-tu des morts, Alexis? Le truc, c'est que si c'est convenu, il n'y a pas de raison d'avoir beaucoup de morts. Si l'Iran sait à l'avance quelles sont les cibles, ben, tu sais, genre le dépôt de munitions là, à l'est, à 3 km de Ispahan, là, ben, il est vide quand il frappe. Et puis, tu sais, à part le gars qui se trouvait là par hasard, à part des accidents de parcours, les frégates qui ont été coulées, les bateaux qui ont été coulés là, étaient probablement vides aussi. Puis si c'est convenu d'avance, si l'Iran sait déjà quelles sont les cibles, où et quand les Américains vont frapper, comme la bonne entente le suggérerait, bien, tu minimises beaucoup les morts. Voilà. Donc, voilà, c'est ça pour ça. Maintenant, je pense qu'on y est là, 1h13. Donc, on va rappeler aux gens qu'on est en campagne de financement. Les 2 dernières semaines d'avril, c'est généralement, on lance une petite campagne de financement pour notre année financière dans l'entreprise Radio-Québec se termine le 31 avril et donc c'est ça. On fait généralement une campagne de financement à la fin avril. Donc, si vous avez la chance de nous appuyer, si vous considérez que nos informations sont intéressantes, si vous réalisez, si vous êtes capable de réaliser qu'on est ouais, comment je pourrais, je veux rester humble aussi, là, mais c'est-à-dire que l'information qu'on présente ici, on la retrouve pratiquement nulle part ailleurs et que, en tout cas dans la façon dont on la présente, dans la complexité et dans la profondeur de ce qui est expliqué, et aussi regardez ce qu'il y a ailleurs dans la dissidence. Regardez ce qui est devenu GPTV, ce que sont devenus la plupart des influenceurs. Il en reste très peu des influenceurs et ça joue très dur. Tu sais, les attaques sont sévères sur moi, là, gentil. Il y a des comptes qui nous sont, je l'ai expliqué, ça, qui sont dédiés. Il y a au moins comme, c'est pas, presque 10 comptes, un petit plus entre 10 et une demi-douzaine de comptes que j'ai identifiés qui sont, genre, c'est pratiquement juste de l'anti-Radio-Québec avec capture d'écran, clips vidéo, etc. Tu regardes on se fait attaquer, mais on maintient le cap. Mais ça, c'est dur. Et donc, appuyez Radio-Québec. On est une des dernières antennes valables dans ce qui se passe. Il y en a quelques-unes, quelques d'autres. J'ai oublié de mentionner Antoine la dernière fois. On a fait un live avec Antoine cette semaine. On le salue. Comme j'ai dit à son émission, c'est comme quand on oublie de saluer sa femme, on est dans un congrès, et puis on remercie les collègues, etc., et puis on oublie de mentionner sa femme. Mais je lui ai écrit tout de suite après le dernier web journal. J'ai dit désolé, je viens de mentionner des personnes et j'ai oublié de te mentionner. Et on a fait un live cette semaine, si ça vous intéresse. Donc, voilà, c'est important d'appuyer peut-être les derniers résistants là, qui restent. Tous les autres ont révélé leur couleur, ont montré un peu de quel bois ils se chauffaient, où est-ce qu'ils se situaient, etc. Et comme je l'ai dit en début de web journal, ça joue très dur en France, dans le monde francophone, ça joue très dur. Et ce qui s'est passé, je le répète une dernière fois, ce qui s'est passé, c'est que l'État profond en France, je sais pas, les RG ou je sais pas, peut-être pas les RG, mais ceux qui opèrent, ont identifié les têtes fortes durant la COVID et ont serré la vis. Ils savaient exactement qui contraindre. Et là, donc, arrestation, les personnes qui parlent de Brigitte Macron, tu les arrêtes et là, tu leur serres la vis. Tu sais, OK, bon, c'est un petit peu comme Asselineau, là. C'est comme ça qu'on opère. Mais nous, on a la chance de ne pas être dans l'Hexagone et donc on a un petit peu plus de liberté de parole. Il faut quand même faire attention ici. Ils pourraient nous tomber dessus, mais au Québec. Mais
On a l'impression que pour avoir une liberté de parole, il faut être à l'extérieur de l'Hexagone, voilà, à l'extérieur de la France, hein, je sais pas, en Russie, en Afrique, au Canada, aux États-Unis, mais en France, il ne reste plus grand-chose, là. Et donc, continuez à nous appuyer si c'est possible pour vous. On va terminer avec... j'avais d'autres choses ici. C'est ça. Ici. Non, je ne l'ai pas, c'est pas ici. Donc, c'est... j'avais parlé de Nathan la dernière fois. Il y avait une autre image de lui là, qui avait été partagée, de lui à la maison. Donc, l'opération s'est bien passée. Les gens m'ont demandé qu'est-ce qui s'est passé, fait un suivi sur Nathan. Et donc, c'était plusieurs heures d'opération au cerveau. 48 heures après, il est retourné à la maison et ça va bien, ça va très bien, il guérit bien. Donc, il remercie tout le monde qui ont prié pour lui. Il se sent privilégié. Alors, bon courage à toute la famille et bonne convalescence, Nathan. Voilà. Pour comment sur les façons d'aider Radio-Québec, vous le savez, c'est comme les façons habituelles. Il y a par la poste, il y a comme par Interact. On est, encore une fois, on a une fin d'année financière. On n'est pas un organisme à but non lucratif. La seule différence entre nous et les autres plateformes qui chargent à tous les mois pour accéder au contenu, c'est que nous autres, on a un socio-financement éthique et on laisse ça ouvert à tout le monde parce que c'est une guerre de l'information. L'objectif de Radio-Québec, c'est pas de faire de l'argent, c'est de déplacer la fenêtre d'Overton. Et donc, c'est pour ça comprenez-vous que l'objectif, c'est de déplacer la fenêtre d'Overton, puis que si on avait un paywall comme ça, on ferait probablement beaucoup plus d'argent, mais on aurait 10 fois moins de vues. Avec 10 fois moins de vues, mais un paywall, on ferait beaucoup plus d'argent. Mais on aurait beaucoup moins de portée. Et c'est déjà assez difficile, présentement, dans la guerre de convaincre les gens, de changer les mentalités, de déplacer. C'est déjà suffisamment difficile de déplacer la fenêtre d'Overton que si on avait un paywall, nos idées seraient probablement nulle part. On n'aurait aucune influence. Et donc, mais c'est pas ça l'objectif. Et donc, merci à ceux qui le font. Ils le font de façon anonyme, ils le font de façon généreuse, et puis... Merci aux contributeurs anonymes de Radio-Québec. C'est au nom de tous les auditeurs, tous ceux qui écoutent gratuitement et puis qui... un gros, gros, gros merci. Voilà. Autre chose? Oui, Carney et la majorité. Il y a des gens qui me disent, j'ai reçu des lettres de personnes qui veulent que je parle du Canada, etc. J'ai expliqué l'année dernière ce que je pensais qui allait se passer pour le Canada. Ça va être difficile avant que ça soit mieux. Hein. C'est-à-dire que on dit souvent c'est Israël pour la fin. Quand on dit Israël pour la fin, je le répète une autre fois, quand on dit Israël pour la fin, c'est pas la destruction d'Israël, c'est la paix pour la région, c'est-à-dire c'est l'État palestinien. C'est ça, Israël pour la fin. C'est la création d'un État palestinien et la signature complète des accords. C'est la fin des conflits dans la région. C'est pas la fin d'Israël. OK? C'est pas ça. D'aucune façon, Trump va amener à la fin d'Israël. Hein? C'est au contraire, c'est l'harmonisation des rapports. On veut même si les gens n'y croient pas, Trump, lui, y croit. C'est des Juifs, puis des Arabes, puis des musulmans qui se serrent la main, qui sont capables de jouer, des enfants qui sont capables de jouer ensemble. C'est ça qu'on veut. Donc, c'est ça, Israël pour la fin. C'est un État palestinien qui est capable de vivre côte à côté d'un État juif. Ça, c'est Israël pour la fin, mais je pense pas en fait que ce soit Israël, ce soit réellement Israël pour la fin. Je pense que c'est le Canada pour la fin. Je pense que le Canada, c'est réellement parce qu'on est collé sur les États-Unis et que on est comment je pourrais dire, il y a un impératif stratégique avec le Canada. On a une frontière commune, non défendue. C'est le même continent, c'est la même défense intégrée, la même économie essentiellement, les mêmes exportations, les mêmes. Et donc, mais ça va être difficile à cause de l'attitude des Canadiens. Et donc, il faut que ça pince avant que ça aille mieux. C'est ce que je pense, c'est ce que j'ai expliqué la dernière fois. Et que je pense que Carney est là, d'une certaine façon, est à la manœuvre avec Trump pour, même si c'est le contraire. C'est comme Tucker Carlson, des fois, avec Trump, souvent, ça a l'air d'être le contraire, mais je pense qu'il y a une entente entre Carney et Trump sur la façon d'opérer. Puis c'est possible que la fin du Canada, pas la fin du Canada, mais la fin de la signature d'un accord avec le Canada, la reformulation de la relation Canada-US se passe dans un autre mandat. C'est même pas sûr que ce soit dans le mandat Trump. C'est même pas sûr que ça se passe dans les 3 prochaines années.
Peut-être que ce qui va se passer dans les 3 prochaines années, c'est un affaiblissement graduel de l'économie canadienne, un déplacement, ouais, c'est un retour de la base industrielle du Canada vers les États-Unis, un déplacement de la base industrielle vers les États-Unis. Ça va être très difficile pour le Canada. Et quand le Canada, c'est un peu comme... c'est un peu comme le Hamas, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit placé en position de faiblesse pour finalement négocier. Puis quand le Canada va être placé en position de faiblesse, il va finalement pouvoir négocier parce que présentement, on est très, très, très arrogant. On a juste regardé les journaux, la mentalité des Canadiens, etc. Et donc, éventuellement, les Canadiens ne pourront pas signer un accord avec les États-Unis dans l'état actuel de la mentalité canadienne. Et donc, il faut probablement, c'est ça, sur le long terme. Voilà. C'est un petit mot là-dessus. OK? Fait que c'est ce que j'avais pour vous cette semaine. Encore une fois, merci aux contributeurs de Radio-Québec. Au nom de tous les auditeurs. C'est vous qui nous maintenez à flot. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition du Web Journal de Radio-Québec. Allez, salut la gang.